Merci, merci infiniment de l'invitation, de votre accueil. Je vais essayer effectivement de faire une analyse après donc l'épisode électoral de 2016-2017, faire un petit peu le point avec vous sur l'état des forces politiques, sur notamment la distorsion qui peut exister entre l'opinion publique en général et le peuple de droite en particulier, et puis les forces politiques, et puis évoquer effectivement un petit peu ce que j'ai proposé d'appeler le mouvement d'Extrogir, qui n'est pas une prophétie, hein, qui est une constatation, mais il faut bien le dire évidemment, une constatation, la constatation d'une évolution en cours, d'une évolution lente, mais d'une évolution que nous pouvons peut-être, si nous en prenons conscience véritablement, eh bien, évolution que nous pouvons peut-être accélérer. Naturellement, je vais réévoquer un certain nombre de points qui ont été déjà évoqués dans les communications précédentes, que j'ai trouvé extrêmement riches et vraiment passionnantes. Alors, pour comprendre l'état actuel des forces politiques, je crois qu'il faut faire attention à deux choses. D'abord, il faut un peu de profondeur historique. Ensuite, il ne faut pas oublier que des forces politiques, ce sont à la fois des idéologies et des organisations, et qu'il faut absolument étudier les deux de concert pour ne pas se polariser simplement sur un aspect ou sur l'autre, parce que si l'on ne se polarise que sur les idéologies, eh bien on risque d'être totalement abstrait, en décalage avec la réalité du terrain, et si l'on ne regarde évidemment que les partis politiques, eh bien on n'aura pas assez de recul, on va rester au niveau des événements sans pouvoir faire suffisamment, je le crois, de liens entre eux et essayer sans être capable finalement d'établir des perspectives. Alors, les familles politiques, vous le savez, elles ont beaucoup changé d'étiquette. Hein. Je ne vais pas remonter jusqu'à la section française internationale communiste pour vous parler du PC. Bien, mais il faut quand même avoir cela en tête parce que, évidemment, au-delà, je dirais, des différentes organisations, il y a quand même des familles politiques et c'est ce sur quoi je veux parler en particulier. Puisque nous parlons de la droite, puisque nous nous intéressons à la droite, qui est notre famille politique, j'ai cru le comprendre ce matin, il faut d'abord évoquer la cristallisation du clivage droite-gauche. C'est une cristallisation qui s'est faite, je dirais, essentiellement sous la Ve République. C'est le mode de scrutin de l'élection présidentielle et le fait, et François Bousquier l'a évoqué tout à l'heure, le fait qu'il n'y ait que 2 candidats présents au second tour de la présidentielle qui a véritablement cristallisé la chose. Ça a été renforcé d'ailleurs par le fait qu'il y ait ce qu'on appelle le phénomène majoritaire, c'est-à-dire qu'un président de la République nouvellement élu obtient automatiquement, avec une plus ou moins grande, je dirais, facilité, avec une marge plus ou moins grande par rapport à l'opposition, mais tout de même, il obtient une majorité parlementaire à sa botte, par conséquent, effectivement, la cristallisation du clivage droite-gauche d'un point de vue strictement électoral s'est fait avec la Ve République. Auparavant, sous les régimes précédents, pour ne parler que de la 3e ou de la 4e, on a essentiellement une opposition entre forces modérées qui préfèrent gouverner ensemble, même si elles sont de droite ou de gauche, qu'avec leur propre camp. Hein, rappelez-vous, sous la 4e, le MRP, évidemment, refuse l'alliance avec le RPF gaulliste. La SFIO ne tient absolument pas, socialiste, donc ne tient absolument pas à gouverner avec le PC. Pour autant, eh bien, il y a des familles politiques, même si électoralement parlant, la chose s'est cristallisée sous la 5e, il y a des familles politiques. Je n'évoquerai que quelques éléments, puisque François Bousquier, franchement, a fait quelque chose que j'ai trouvé absolument passionnant et remarquable, et je ne ferai qu'évoquer quelques éléments. Simplement, nous rappeler que dans la grande classification proposée par René Raymond dans les années 50, et j'insiste sur le fait qu'il l'a proposée dans les années 50, on a donc théoriquement, nous dit-il, 3 droites, une droite contre-révolutionnaire qui est devenue légitimiste, qui est devenue catholique sociale, une droite orléaniste, libérale, une droite bonapartiste. Quelques petits commentaires tout de même sur cela. Premier commentaire, la critique que Frédéric Bluch, spécialiste de bonapartisme, a fait de la classification de René Raymond. Il la propose au début des années 80. Et il rappelle une chose, c'est qu'en fait, l'orléanisme au XIXe siècle, ça n'est pas une droite.
c'est un centre par rejet des extrêmes. Les orléanistes rejettent les extrêmes légitimistes et rejettent les extrêmes républicains de l'autre. De l'autre côté, ou plutôt en parallèle, pardon, le bonapartisme, lui aussi au XIXe siècle, est en fait un centre. Cette fois-ci, un centre par synthèse, c'est-à-dire que sont acceptées, je dirais, des idées qui viennent et de droite et de gauche. Le bonapartisme fait la synthèse de l'autorité qui vient de droite et de l'égalité qui vient de gauche. Ensuite, effectivement, il faut avoir en tête, bien sûr, que les différents courants de droite, eh bien, n'ont naturellement pas toujours pu s'entendre. C'est la moindre, je dirais, des évidences. Rappelez-vous en particulier la majorité monarchiste en 1871 qui réunissait orléanistes et, je dirais, légitimistes et qui, bien entendu, s'ils étaient a priori d'accord sur un principe, je dirais, monarchique, je dirais, pour les institutions, n'avait évidemment pas du tout, mais pas du tout, les mêmes ambitions du point de vue économique et social, et par conséquent, ils n'ont absolument pas pu gouverner, et ils n'ont pas pu, évidemment, imposer non plus la restauration monarchique. Bien. Je crois que c'est essentiel, évidemment, d'avoir cela en tête, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a une classification des différents courants qui sont positionnés à droite à partir, enfin, dans les années 50 par René Raymond, mais que pour autant, ces différents courants qui se retrouvent à droite dans les années 50 ne sont pas nécessairement de droite. Ça fait partie de mes petites lubies sur lesquelles je vais insister. Je précise, on nous s'y intéresse moins naturellement, qu'il y a aussi la classification des courants politiques qui viennent de gauche. On a celle qui a été proposée par l'historien des idées Jean Touchard, qui nous a dit, ben voilà, il y a les communistes, il y a les socialistes, il y a les radicaux. Classification intéressante, mais qui dans le fond ne remonte que à la Troisième République. Et donc, il passe à côté de tout le XIXe siècle. Et donc, effectivement, il faut évoquer, bien sûr, l'ouvrage extrêmement important de Jacques Julliard, publié il y a quelques années, sur les différents courants de gauche, et cette fois-ci, lui, il remonte au XVIIIe siècle, et il distingue 4 gauches: la gauche jacobine, la gauche collectiviste, la gauche libérale et la gauche libertaire. Et donc là, nous sommes en face d'une aporie où, peut-être plutôt, je dirais, de quelque chose d'extrêmement intéressant. Nous avons un même courant politique, le libéralisme, qui est donc, en fonction des auteurs et en fonction des périodes qu'ils étudient, classé à droite ou classé à gauche. C'est évidemment la question du positionnement sur le spectre politique qui est extrêmement intéressant, et je me dois évidemment d'évoquer ici les travaux peu connus, parce que malheureusement ça n'était pas un universitaire, donc les universitaires n'en ont pas parlé, ils monopolisent les sujets, hein, ils sont propriétaires des sujets, donc s'ils n'ont pas l'idée, eh bien évidemment l'auteur en question passe pour, je dirais, un abruti, j'exagère un petit peu, enfin disons pour quelqu'un de non légitime. N'oublions pas aussi que cet auteur était un philosophe devenu critique littéraire, et que donc par conséquent il n'était ni constitutionnaliste, ni historien des idées, ni politologue, et donc on a mis sous le boisseau ses travaux. Les travaux de qui? D'Albert Thibaudet. C'est lui qui, dans les années 30, met en exergue un phénomène politique absolument fondamental, qui est ce qu'il a appelé le mouvement Sinistre-Gir, et vous avez bien compris qu'effectivement, moi j'ai proposé, par miroir, je dirais, avec le mouvement Sinistre-Gir ou le sinistrisme de Thibaudet, la question du mouvement Dextre-Gir. Le mouvement Sinistre-Gir, c'est quoi? C'est le fait que les nouvelles forces politiques sont apparues par la gauche du spectre politique et ont repoussé vers la droite au fur et à mesure qu'elle se développait, donc au fur et à mesure que l'échiquier politique se gauchisait, mouvement sinistriste. Au fur et à mesure que les forces politiques venant de la gauche se développaient, elles ont repoussé vers la droite les familles politiques, les organisations, les idéologies qui étaient nées antérieurement. Nous avons évidemment 2 exemples que l'on peut rapidement vous donner. Le radicalisme sous la Troisième République. Au début de la Troisième République, le parti radical, Clémenceau, c'est l'extrême gauche. À la fin de la Troisième République, le parti radical, c'est le centre-gauche.
Et donc par conséquent, il y a eu évidemment cette évolution, ce glissement extrêmement intéressant. Je vous rappelle que par exemple parmi les coalitions dites de droite sous la Troisième République, vous avez un parti qui s'appelle les Républicains de gauche. Donc ça, c'est l'incarnation, c'est l'illustration effectivement de cette question du mouvement Sinistre-Gir. Prenons évidemment une autre idéologie qui nous intéresse peut-être encore plus pour savoir ce qu'est la droite et la distorsion qu'il peut y avoir entre les élites et le peuple, entre, je dirais, les caciques des partis et, en revanche, je dirais, les militants, mais aussi tout simplement le pays réel. Il est certain que le libéralisme a lui aussi connu cette évolution. Turgot, j'exagère évidemment, François Bousquet disait tout à l'heure, est-ce que le nominalisme c'est la gauche? Oui, oui, je suis parfaitement d'accord, le nominalisme c'est la gauche. Maintenant, évidemment, c'est anachronique de dire que le nominalisme c'est la gauche, naturellement. Mais ce sont les soubassements idéologiques qui, évidemment, conduisent à cette métaphysique de gauche. Bon. Au XVIIIe siècle, Turgot, est-ce qu'on peut dire qu'il est de gauche? Non, il n'est pas de gauche, il n'est pas classé sur un échiquier politique de gauche, mais ça n'empêche qu'il incarne un certain nombre de mesures, il préconise un certain nombre d'idées, hein, par exemple la suppression des jurantes, des communautés de métiers qu'il impose à Louis XVI, eh bien, qui sont effectivement moderne, révolutionnaire d'une certaine manière. Le libéralisme est à gauche. Petit à petit, au fur et à mesure où les nouvelles forces politiques apparaissent, n'est-ce pas, par la gauche du spectre politique, eh bien ce libéralisme glisse petit à petit. Alors je ne vais pas vous faire, je dirais, une description in extenso, bien sûr, de tout ce qui s'est passé sous la Révolution française, mais n'oubliez pas que, eh bien, les Girondins sont dépassés par les montagnards, hein, et que, voilà, nous avons sous la Convention le phénomène sinistriste qui s'illustre absolument clairement. Girondins et montagnards qui d'ailleurs s'étaient tout de même alliés, je dirais, pour liquider les hébertistes. Comme quoi, parfois, il y a plus extrême que je dirais, on cherche à éliminer. En tout cas, le libéralisme glisse vers le centre. Il est le centre au XIXe siècle. Et naturellement, à partir du moment où les idéologies socialistes se développent, notamment les idéologies collectivistes, eh bien, après la Première Guerre mondiale et encore plus après la Seconde Guerre mondiale, lorsque vous avez l'affrontement Est-Ouest, lorsque vous avez le collectivisme d'un côté qui affronte le monde libre, eh bien, naturellement, le libéralisme se retrouve à droite. Ça n'en fait pas pour autant une force politique de droite. Et ça nous pose des questions sur la formulation que nous devons préconiser pour envisager l'unification, je dirais, des courants politiques de droite. Bien. L'inversion du phénomène, le mouvement d'Extrogir, eh bien l'inversion de ce mouvement, je le situe, ou disons je propose de le situer au moment de la chute du mur de Berlin, de la disparition de l'Union soviétique, autrement dit, la surenchère idéologique qui vient par la gauche s'est effondrée. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas une force d'inertie à l'université, qu'il n'y a pas une force d'inertie dans les médias, qu'il n'y a pas encore une domination culturelle et idéologique de ceux qui sont encore en place, mais idéologiquement parlant, ce que préconise la gauche, c'est né dans les années 70. On en a parlé. Le multiculturalisme, le gender, tout cela, ce sont presque de vieilles lunes libérales, libertaires, d'une certaine manière, pour dire les choses très rapidement, qui sont nées dans les années 70. La production idéologique est épuisé à gauche. Et donc, par conséquent, on peut espérer que, eh bien, il y ait une pression idéologique qui revienne par la droite. Les idées de droite qui avaient été retrouvées comme étouffées retrouvent d'une certaine manière un ressort, retrouvent un espace politique, commencent à se redévelopper. Dans le nouveau contexte qui est celui de la mondialisation incontrôlée, dans le nouveau contexte qui est celui d'une construction européenne qui a perdu ses repères, hein, où s'arrête géographiquement l'Europe, on ne sait pas. À la limite, avant la chute du mur, c'est peut-être insatisfaisant, mais d'une certaine manière, il y avait une construction européenne qui pouvait se faire au bénéfice d'un espace géopolitique qui avait pour but d'être prospère face aux forces du pacte de Varsovie. Après la chute du mur, ben, naturellement, il y a une perte de repères qui fait que l'on ne sait pas et où se situent, je dirais, véritablement les espaces géopolitiques. Et par conséquent, effectivement, il me semble que l'on peut espérer, que l'on peut constater, eh bien, un redéploiement des idées de droite
avec effectivement l'ambiguïté de où se trouve la ligne de fracture. Où se trouve la ligne de fracture? Au XIXe siècle, c'était sur le régime politique et d'une certaine manière sur la place que l'Église catholique devait avoir dans le fond, dans l'ordre social. Et on peut quand même communément accepter l'idée que ceux qui sont de droite sont ceux qui sont plutôt pour une domination de l'organe exécutif par rapport à l'organe parlementaire. Grosso modo, les monarchistes contre les républicains, c'est très caricatural, mais enfin disons ceux qui défendent l'idée d'une autorité, l'autorité du chef de l'État, l'autorité du chef de famille, l'autorité du chef d'entreprise. Voilà la droite d'un point de vue, je dirais, à la fois organisationnel et idéologique. À partir du développement des idées socialistes, à partir, entre nous soit dit, du monopole que le collectivisme va commencer à exercer sur l'idée socialiste. Toute idée socialiste n'est pas nécessairement collectiviste. Et je vous rappelle que sous la Révolution française, ceux qui se qualifient de socialistes, ce sont les contre-révolutionnaires, parce qu'ils sont hostiles à l'individualisme, n'est-ce pas, de la Révolution française, à la disparition des communautés de métiers, par exemple. Eh bien, à partir du moment où les idées socialistes, et en particulier avec le monopole du collectivisme sur le socialisme, se développent, eh bien, nous sommes en face d'une situation où désormais la ligne du clivage, les thèmes déterminant la droite et la gauche ne vont plus être les mêmes. Nous allons avoir une droite qui va être plutôt favorable à une limitation du rôle de l'État, à une limitation du rôle de l'État aux fonctions dites régaliennes, et puis une gauche qui, elle, va être favorable à un développement de l'intervention de l'État. Bien sûr, la révolution bolchevique a son rôle. Bien sûr, la création du Parti communiste au Congrès de Tours, il s'en passe des choses au Congrès de Tours. Bon, bon, c'est pas grave. Bon, ça ne fait rire que moi. Donc, la création du Parti communiste français au Congrès de Tours, n'est-ce pas, de 1920. Bien sûr, ça joue. Mais n'oublions pas quand même que dans le développement du rôle de l'État, il y a un événement absolument fondamental qu'il ne faut pas oublier, c'est la Première Guerre mondiale. C'est que nous avons une guerre totale. Nous avons une situation où il faut, dans le fond, que l'État intervienne pour ravitailler le front en munitions, en nourriture, et puis pour réorganiser la société par derrière, qui est effectivement, par la présence de nombreuses classes d'hommes au front, eh bien désorganisée. Donc, il ne faut pas non plus, je dirais, ne voir dans le rôle de l'État, dans l'intervention de l'État, qu'une idée collectiviste. C'est aussi parfois la défense du bien commun. Salus populis suprema lex. Hein, bon, donc effectivement, il n'empêche quand même qu'il y a bien sûr un clivage droite-gauche qui va se focaliser sur les questions économiques. Mais à partir du moment, et cela a été dit aussi ce matin, je le répète, à partir du moment où eh bien, la gauche fait son bas de Godesberg, ou disons la gauche socialiste fait son bas de Godesberg rampant, c'est-à-dire devient social-démocrate, se rallie à l'économie de marché, certes matinée d'un certain nombre d'interventions de l'État, mais tout de même admet l'économie de marché, et à partir du moment où effectivement la droite, elle, eh bien, se laisse pénétrer intellectuellement par le mouvement Sinistrogir, n'est-ce pas, se laisse coloniser intellectuellement, eh bien évidemment, le clivage droite-gauche ne peut plus véritablement se faire sur le même critère, et donc à partir des années 80, 90, surtout 90 me semble-t-il, mais avec des soubassements remontant à mai 68 notamment, eh bien le clivage droite-gauche va se faire sur la question de la définition des corps sociaux. J'approuve totalement ce qui a été dit sur la question de l'identité, simplement il me semble qu'il ne faudrait pas commettre, je dirais, la même erreur que certains. De la même manière que certains partis politiques pensent qu'il suffit de défendre une position plutôt classique sur la question de l'identité ou de l'immigration, il est inutile d'avoir sur la famille un discours qui soit idéologiquement cohérent. De la même manière, ceux qui pensent peu ou prou défendre une position classique sur la famille, pour dire les choses rapidement plutôt conservatrices, ils commettent aussi une erreur idéologique à ne pas, je dirais, défendre les mêmes positions doctrinales sur la question de la nation, sur la question de l'Europe. Et par conséquent, si l'on a eu, eh bien, une incohérence d'une certaine manière de l'électorat lors de l'épisode 2016-2017, c'est parce qu'il y avait une incohérence de l'offre politique. C'est tout à fait extravagant de constater que les hommes politiques nous reprochent, dans le fond, eh bien, aux électeurs de mal se comporter, alors que ce sont eux-mêmes qui sont totalement incohérents. C'est tout à fait exaspérant. Alors,
justement, venons-en, si vous le voulez bien. Je n'ai pas regardé l'heure, mais c'est pas grave, je vais terminer. Mais vous voyez que j'ai un gros paquet, mais je suis myope, hein, vous savez. Hein, donc c'est écrit en gros. Bon, donc le gros paquet s'écluse quand même rapidement. Venons-en justement à l'épisode 2016-2017, depuis les primaires jusqu'aux législatives. Qu'est-ce que l'on peut constater? Ce sont des élections par défaut, les primaires de la droite. François Fillon est choisi par refus pour Juppé. Alors là, c'est très clair, l'électorat filloniste de la primaire refuse l'identité heureuse, c'est-à-dire le multiculturalisme de Juppé. Donc ça, c'est absolument clair. Ce qui est tout de même amusant, c'est que Fillon est choisi parce que les électeurs de droite considèrent que dans le fond, Sarkozy est friable et comment dire, est dans une position fragile en raison des affaires. Un Big Malion, bon, finalement, ils ont eu Pénélope. Bon, la primaire, bah oui, mais c'est ça. Bon. Les primaires de la gauche, Benoît Hamon est choisi par rejet du hollandisme, Manuel Valls incarnant d'une certaine manière ce hollandisme. Il est parti trop tard, hein, c'était le sortant, il est parti trop tard de Matignon, jugé trop impliqué là-dedans, et donc par conséquent l'électorat social libéral s'est déjà déplacé sur Macron, et par conséquent c'est l'électorat le plus à gauche du Parti socialiste qui choisit Hamon. Mais c'est un vote dans le fond par défaut, c'est un choix par défaut. Le premier tour de la présidentielle, Macron et Mélenchon font imploser le PS. Jean-Luc Mélenchon progresse. Je sais que certains ont été traumatisés par le score de Mélenchon. Je vous rappelle tout de même deux, trois petites choses. Mélenchon plus Hamon au début de la campagne, ça fait 25%. À la fin de la campagne, ça fait 25%. C'est Mélenchon qui a siphonné Hamon, ou disons ce qu'il restait du Parti socialiste, le reste étant basculé chez Macron, mais il n'y a pas eu de progression des idées socialistes. Hein. Et donc je maintiens l'idée que le mouvement d'Extrogir est réel, qu'il n'y a plus de progression idéologique. Il y a une force d'inertie de l'idéologie de gauche, mais il n'y a plus de progression du socialisme tout de même. Emmanuel Macron a réussi évidemment à réaliser la grande coalition sociale libérale. Il est libéral économiquement, le code du travail, il est libéral culturellement, la PMA. Marine Le Pen, évidemment, progresse par rapport à 2012. On sait qu'en revanche, évidemment, aux législatives, c'est pas vraiment une progression, c'est même plutôt une chute monumentale. Mais elle a un pourcentage en retrait par rapport, effectivement, aux européennes de 2014, aux régionales de 2015. Et une partie de l'électorat de Marine Le Pen a glissé, on s'en doute bien, au premier tour vers François Fillon, tandis qu'une partie de l'électorat de François Fillon a glissé vers Emmanuel Macron. Le deuxième tour, le second tour plutôt, c'est le symbole d'une élection par rejet. Très forte abstention. Hein. Il n'y a pas, je dirais, un courant, ce qui n'est pas courant pour une présidentielle. Je vous rappelle que le seul cas où nous avons eu véritablement une augmentation de l'abstention entre le premier et le deuxième tour, c'est l'élection présidentielle de 1969, c'est-à-dire où Jacques Duclos, si je ne m'abuse, avait pu dire c'est bonnet blanc et blanc bonnet, c'est-à-dire Alain Poher et Georges Pompidou. L'abstention augmente entre les deux tours, ce qui montre bien que c'est encore une fois une élection par défaut. Quant aux législatives, c'est le phénomène majoritaire, l'effet démultiplicateur du mode de scrutin qui explique la victoire du macronisme, et évidemment le fait que c'est tout à fait classique, l'électorat qui a perdu la présidentielle se démobilise aux législatives. Là, nous avions deux électorats, les deux bouts de l'omelette, qui effectivement se démobilisent. Emmanuel Macron l'a emporté, pourquoi? Parce qu'il a réussi à incarner une sorte d'optimisme. BA peut-être, mais une forme d'optimisme. Il a cherché à habiter le costume de l'autorité. On a bien vu, hein, il a essayé d'utiliser le levier monarchique, mais enfin, on a bien vu qu'évidemment, il y avait une limite à l'exercice, dans le sens où, évidemment, dans l'affaire de Pierre de Villiers, il n'a pas été du tout à la hauteur, c'est une évidence. Enfin, évidemment, il y a eu le vote utile, qui a été le cache-sexe de préférence de certains, d'un certain électorat bourgeois, c'est clair, qui préfèrent défendre ses intérêts plutôt qu'un certain nombre de valeurs. La vie politique française, n'est-ce pas, donc depuis plusieurs années, y compris les élections de 2017, manifeste, je pense, ce que j'appelle, ce que je vous propose d'appeler le mouvement d'Extrogir ou le dextrisme. Le glissement des idéologies de droite vers la gauche. Si le sinistrisme, c'est par le grossissement, par l'implantation des idées qui viennent par la gauche,
Le drexisme, le mouvement d'extrogisme, sera la même chose, mais de manière inversée. Les idées de droite se développent et par conséquent, les idéologies glissent de la droite vers la gauche. Le libéralisme est en train de prendre le chemin inverse de celui qu'il avait connu entre le 19e et le 20e siècle. Il commence à prendre le chemin inverse et nous voyons avec la grande coalition macronienne ce phénomène que Michéa a analysé, mais sous un autre point de vue, c'est-à-dire la réunification idéologique du libéralisme économique qui avait glissé à droite et du libéralisme culturel qui avait glissé à gauche. Les idées à droite se redéveloppent tout de même. Je sais que nous avons, ou disons qu'un certain nombre de personnes ont pris un coup de massue lors des élections de 2017, mais il faut regarder les choses, je dirais, avec un peu de perspective. Cela me semble incontestable. Je sais, je vais prononcer le nom de quelqu'un qui va vous exaspérer, mais tout de même, la victoire de Nicolas Sarkozy en 2007 est une incarnation de ou une manifestation de ce mouvement d'extrogir. Je ne reviendrai pas longuement, je n'ai pas à revenir parce que c'est pas le sujet, je dois être sûrement déjà en retard sur ce que l'on appelle, c'est vrai? Ouais. Sur la ligne Buisson, j'en ai pour quelques minutes, c'est promis. Sur la ligne Buisson, pourquoi? Parce que c'est pas directement le sujet, mais incontestablement, réfléchissez une seconde. Quel est l'homme politique qui a gagné de droite ou classé à droite, qui a gagné l'élection présidentielle sous la Ve République et qui s'est revendiqué de droite? Sarko. De Gaulle, c'est De Gaulle. Pompidou, c'est un gaulliste. VGE, c'est un libéral. Mitterrand, bon, c'est un mauvais exemple. Bon, Chirac, il est de gauche. Le seul qui se revendique de la droite, par évidemment l'entremise et l'appui et l'idéologie développée par Patrick Buisson, c'est Nicolas Sarkozy. C'est un signe du retour idéologique de la droite. Le choix de François Fillon, bien sûr que les électeurs ont projeté leurs propres idées sur Fillon, alors que ce n'est pas véritablement ou vraisemblablement les idées réelles de François Fillon. Il n'empêche que la victoire de Fillon à la primaire de la droite est une manifestation de cette redroitisation de l'opinion publique. La progression du Front National, malgré évidemment son échec final, est aussi une manifestation de cette progression. Je vais donc aller évidemment un peu plus vite sur ces points, mais je reviendrai, si vous le voulez, à une autre occasion pendant le déjeuner ou pendant nos discussions. Cela dit, il est bien évident que la droite est effectivement minoritaire. On ne revient pas sur 4 siècles, je dirais, de modernité politique, n'est-ce pas, de modernité politique. Parce que dans le fond, si le nouveau clivage, c'est la définition des corps sociaux, que ce soit l'identité nationale, que ce soit la manière de concevoir la famille, eh bien, s'oppose effectivement, et j'approuve parfaitement ce que nous a dit tout à l'heure François Bousquet, c'est-à-dire le fait qu'il y a la défense d'un côté de ceux qui sont la droite et qui défendent l'idée d'un ordre cosmologique des choses, le fait que les hommes s'inscrivent dans cet ordre cosmologique, et à l'inverse, ceux qui considèrent que tous les corps sociaux, que ce soit la nation, le multiculturalisme, que ce soit la famille, le mariage homosexuel, sont des constructions artificielles. Je voudrais en venir un instant sur l'état des forces politiques. On a la France insoumise. La France insoumise, je crois qu'elle est éparpillée. Elle est écartelée plutôt entre son courant jacobin et son courant communautariste. C'est ce qui vraisemblablement devrait l'empêcher de pouvoir progresser, sauf s'il y avait le réveil de l'électorat d'origine immigrée qui pour l'instant ne vote pas et qui pourrait peut-être, sur un phénomène, disons, ou sur un scénario du style Houellebecq, se prononcer pour un candidat de la France insoumise. Ça, pour le coup, le candidat deviendrait effectivement un candidat extrêmement dangereux. Mais évidemment, aujourd'hui, sur la base des électeurs qui vont véritablement dans les urnes, eh bien, elle est écartelée. La grande coalition, évidemment, macronienne, elle est dans une position de force par le fait qu'évidemment, elle a une position centrale. Et parce qu'il y a une incapacité des deux forces extrêmes, évidemment, à s'unir pour le renverser. Enfin, disons-le, c'est une cohérence idéologique. La droite, elle, est éparpillée. La droite, ou ce qui est à droite, est éparpillé. Ce qui est à droite, eh bien, je dirais, est doctrinalement divisé parce qu'il y a, non pas entre les partis politiques,
Hein, la césure n'est pas entre les classiques et les modernes, entre les partis politiques. La césure, elle passe de manière sinueuse au sein des partis politiques. Et par conséquent, ces partis politiques, ils cherchent à être attrape-tout et naturellement, ils cherchent à persister dans leur, je dirais, positionnement, dans leur existence, mais évidemment pas du tout, dans, je dirais, leur, dans l'intérêt du bien commun, dans le fond. LR et le Front National espèrent se tuer réciproquement lors des prochaines européennes. Alors, là aussi, je passe sur un certain nombre de points. J'avais vraiment préparé, malheureusement, trop de choses, mais il est certain que tout ce qui peut contribuer au décloisonnement, hein, à la recomposition, où serait prise en considération la réalité des clivages idéologiques entre ceux qui pensent que l'ordre social est construit et ceux qui pensent que l'ordre social est naturel ou dans l'ordre des choses, eh bien, me semble effectivement une bonne chose. Faut-il attendre un chef? Je crois qu'il faut, si on s'interroge sur ces questions, comment dire, ne pas évoquer ce sujet-là comme prétexte à l'inaction. Vous comprenez bien que Jeanne d'Arc n'a pu intervenir, qu'à partir du moment où il y avait déjà des résistants à Orléans. S'il n'y avait pas de résistants à Orléans, l'intervention de Jeanne d'Arc devenait, eh bien, inutile. C'est parce qu'il y avait déjà des résistants qu'ensuite, effectivement, il y a pu y avoir une intervention miraculeuse, providentielle, comme vous le voulez. Enfin, il faut prendre en considération les différentes proximités idéologiques, les porosités électorales et les proximités idéologiques. Je pense qu'on peut évoquer 5 thèmes. La question de l'immigration, de l'identité, premier thème. La question de la sécurité et de l'autorité de l'État, deuxième thème. La question de l'indépendance nationale et de la souveraineté et des relations internationales, ça a été dit, fondées sur un réalisme géopolitique, troisième thème. La question des libertés économiques, à ne pas confondre avec le libéralisme, mais j'aurai le temps peut-être d'y revenir un autre jour, et en particulier le thème de la subsidiarité, quatrième thème. Et enfin, le thème, disons, d'un certain conservatisme en matière de mœurs et de bioéthique. Comment conclure ? Eh bien, en vous proposant une formulation qui peut-être peut dénoter de ce que nous avons l'habitude d'utiliser, mais qui va évidemment exactement dans le sens qui est le nôtre. 3 points pour conclure. Premier point, si l'offre politique est défaillante, il faut donc peut-être penser à se résoudre à la remplacer. Deuxième point, ce n'est pas un combat, merci, ce n'est pas un combat, aux deux qui ont applaudi, ce n'est pas un combat pour défendre simplement des idées que la droite engage. Ce que la droite engage, c'est un combat pour révéler l'ordre cosmologique des choses, ce qui est inscrit dans l'ordre naturel. Ce n'est pas des idées abstraites issues de nos petits cerveaux, c'est procéder à l'éthéia, c'est un terme un peu prétentieux, procéder dans le fond à un dévoilement de l'ordre des choses. Et enfin, troisième point, si tout ce qui est à droite n'est pas nécessairement de droite, si le clivage passe au sein des organisations et non pas entre les organisations, dans ce cas, c'est peut-être moins à l'union des droites qu'il faut aspirer qu'à un retour ou à une construction de l'unité de la droite. Je vous remercie.